Le salon était rempli de gens élégants, de robes coûteuses et de bijoux qui scintillaient sous les lustres de cristal. Clara sentait le poids de tous ces regards posés sur elle. Ce n'étaient pas des regards d'admiration. C'étaient des regards de jugement, de mépris, de condamnation. Sa main tremblait tandis qu'elle tenait le plateau vide, les doigts marqués par l'effort d'avoir servi des dizaines d'invités toute la soirée. Le silence était assourdissant. Helena Montfort, la maîtresse de la demeure, la désignait du doigt, un doigt couvert de bagues serties de diamants. Sa voix résonnait dans la pièce comme un coup de fouet. « Cette femme a volé mon collier. Le collier qui appartenait à ma grand-mère. Elle est entrée dans ma maison, a gagné ma confiance et m'a volé. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les mots étaient comme des coups de poing dans l'estomac. Elle voulait crier, voulait dire que tout cela était un mensonge, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Les invités commencèrent à murmurer entre eux, certains avec des expressions de choc, d'autres avec des sourires discrets de satisfaction morbide. Une femme vêtue de rouge souffla quelque chose à l'oreille de son mari, et tous deux rirent doucement. « Je n'ai rien volé, Madame Helena. S'il vous plaît, vous savez que je ne ferai jamais une chose pareille. » Clara réussit enfin à parler, mais sa voix était faible, à peine un murmure devant ce public hostile. « Bien sûr que tu nies. Tous les voleurs nient. » Helena se tourna vers les invités avec un sourire amer. « Voyez comme elle essaie encore de me tromper. Je l'ai accueillie chez moi, je lui ai donné du travail, je l'ai payée honnêtement, et voilà comment elle me remercie. » Clara travaillait dans cette demeure depuis 2 ans. Elle se levait à 5 heures du matin, nettoyait chaque pièce de cette immense maison, cuisinait, lavait, repassait. Elle ne s'était jamais plainte, n'avait jamais manqué un seul jour. Elle faisait tout avec dévouement parce qu'elle avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa mère malade et payer le loyer de la petite chambre où elle vivait. Cet emploi était tout ce qu'elle avait. Et maintenant, il était en train d'être détruit devant des dizaines d'étrangers. Vous pouvez fouiller mon sac, mes affaires, mon armoire. Je n'ai rien qui ne m'appartienne pas. Clara releva la tête, essayant de garder sa dignité malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Helena fit un geste dédaigneux de la main. 2 gardes s'approchèrent et emmenèrent Clara dans une pièce voisine. Ils fouillèrent son sac à dos, même son uniforme. Rien ne fut trouvé. Lorsqu'ils revinrent dans le salon, l'un des gardes fit un signe de tête négatif à Helena. Mais cela ne changea rien. Elle a sûrement déjà caché le collier quelque part ou l'a vendu. Helena croisa les bras, inflexible. « Je veux que cette femme quitte ma maison immédiatement. Et je ferai en sorte que plus personne ne l'embauche dans cette ville. » Clara fut poussée vers la porte. Certains invités applaudirent. Le bruit des applaudissements résonnait comme un cauchemar. Elle regarda autour d'elle, cherchant un visage ami, quelqu'un qui pourrait la croire. Ses yeux croisèrent ceux de Daniel, le gendre d'Helena. Il se tenait près de l'escalier, tenant la main de Thomas, un petit garçon aux cheveux sombres et au regard effrayé. L'enfant se mit à pleurer. « N'emmenez pas Clara. Ne l'emmenez pas !» criait Thomas en essayant d'échapper à la main de son père. Le garçon avait des difficultés de communication, mais avec Clara, il avait toujours su s'exprimer. Elle était devenue la seule personne, à part son père, en qui il avait réellement confiance. Daniel retint fermement son fils, l'empêchant de courir vers Clara. Il y avait de la douleur dans ses yeux, mais aussi de la peur. Peur de défier Helena, peur de perdre le soutien financier qui permettait le traitement de son fils. Clara vit cette peur et comprit. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. Mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. Elle fut jetée hors de la demeure, avec seulement les vêtements qu'elle portait et son petit sac. La porte se referma derrière elle dans un bruit sec, définitif. La nuit était froide. Clara s'assit sur les marches de marbre et pleura. Elle pleura d'humiliation, d'injustice, de désespoir. Elle pleura parce qu'elle ne savait pas comment elle paierait les factures à la fin du mois, comment elle achèterait les médicaments de sa mère, comment elle survivrait. Mais au plus profond de son âme, quelque chose commença à s'éveiller. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la détermination. Une promesse silencieuse que cette histoire ne se terminerait pas ainsi. Que la vérité éclaterait, quoi qu'il en coûte. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Cela nous aide beaucoup à continuer à vous proposer des contenus comme celui-ci. Les jours suivants furent les plus difficiles de la vie de Clara. Elle frappa à des dizaines de portes à la recherche d'un emploi, mais toutes se refermaient devant son visage. Helena avait tenu sa promesse. Elle avait répandu auprès de toutes les familles riches de la région que Clara était une voleuse, une personne peu fiable. Personne ne voulait prendre le risque d'embaucher quelqu'un avec une telle réputation. Clara rentrait chez elle chaque soir, les pieds douloureux et le cœur lourd. Sa mère, Donna Irene, percevait la souffrance de sa fille même sans comprendre entièrement ce qui s'était passé.
La maladie avait déjà emporté une grande partie de sa mémoire, mais elle reconnaissait encore la tristesse dans les yeux de Clara. « Ma fille, tu as l'air si fatiguée. As-tu mangé quelque chose aujourd'hui ?» La voix fragile de Donna Irene brisait le cœur de Clara. « Oui, maman, j'ai mangé. »« Ne t'inquiète pas, » Clara mentait, cachant qu'elle avait sauté des repas pour économiser le peu d'argent qui restait. Pendant que Clara luttait pour survivre, la vie dans le manoir Montfort continuait à son rythme luxueux. Helena célébrait sa victoire lors de dîners entre amis, racontant l'histoire de la façon dont elle avait démasqué une voleuse qui avait tenté de la tromper. Elle adorait être le centre de l'attention, adorait jouer le rôle de la victime courageuse qui avait pris une décision ferme. Mais tout n'allait pas bien dans cette maison. Thomas entra dans une profonde crise après le départ de Clara. Le garçon refusait de manger, passait des heures assis au même endroit, se balançant d'avant en arrière. Il ne parlait plus, ne jouait plus, ne réagissait à rien. Daniel était désespéré. Tous les progrès que son fils avait réalisés en thérapie semblaient avoir disparu du jour au lendemain. Il a besoin de stabilité, de routine. L'absence soudaine de quelqu'un d'aussi important a causé un traumatisme, expliquait la psychologue de Thomas à Daniel, qui tenait sa tête entre ses mains. « Je sais. Mais que puis-je faire ? Ma belle-mère ne permettra pas que Clara revienne. » Daniel vivait un enfer particulier. Il savait que Clara était innocente. Il avait vu la douleur véritable dans ses yeux cette nuit-là. Mais il dépendait financièrement d'Helena. Après la mort de sa femme, il s'était retrouvé perdu, incapable de travailler correctement, englouti par les dettes. Helena payait tout, la maison où il vivait, le traitement de Thomas, les dépenses quotidiennes. Et elle faisait bien comprendre que ce soutien avait un prix, l'obéissance totale. Helena contrôlait chaque aspect de cette maison. Elle choisissait ce qui serait servi au dîner, décidait à quels événements Daniel devait assister, intervenait dans l'éducation de Thomas. Elle n'était pas seulement la matriarche de la famille. C'était une tyranne qui utilisait son argent comme des chaînes invisibles. La fille d'Helena, Isabella, était la seule à sembler percevoir la toxicité de sa mère. Mais elle-même était prisonnière de cette dynamique. Mariée à un homme qui la trompait ouvertement, Isabella trouvait refuge dans le manoir de sa mère, où elle faisait semblant que sa vie était parfaite. Elle dépendait également de l'argent d'Helena pour maintenir les apparences. En réalité, il y avait quelque chose que personne ne savait. Quelque chose qu'Helena gardait comme son secret le plus sombre. Cette nuit-là, lors de la fête, elle n'avait perdu aucun collier. Le collier de diamants était caché dans son propre coffre, exactement là où il avait toujours été. L'accusation portée contre Clara avait été entièrement fabriquée. Helena avait remarqué le lien croissant entre Daniel, Clara et Thomas. Elle voyait comment le garçon souriait à la domestique, comment Daniel parlait avec elle de son fils, comment les trois formaient une connexion véritable. Cela la mettait en rage. Une domestique, noire et pauvre, n'avait pas le droit de faire partie de la famille. Elle n'avait pas le droit d'occuper un espace qui, dans l'esprit déformé d'Helena, appartenait uniquement à des personnes du même rang social. Alors elle élabora le plan parfait pour détruire Clara et l'éloigner pour toujours. Ce qu'Helena n'avait pas prévu, c'était que sa cruauté aurait des conséquences. Thomas allait de plus en plus mal. Daniel commençait à se demander si cela valait la peine de vivre sous le contrôle étouffant de sa belle-mère. Et la réputation même d'Helena, construite sur les apparences et le mensonge, commençait à montrer des fissures. Pendant ce temps, Clara n'avait pas abandonné. Après des semaines sans réussir à trouver un emploi dans le domaine domestique, elle accepta des travaux informels. Elle nettoyait des bureaux pendant la nuit, lavait des voitures dans des parkings, faisait n'importe quoi pour obtenir de l'argent. C'était épuisant et cela payait à peine les factures, mais elle persistait. Un après-midi, Clara nettoyait les vitres d'un petit café lorsqu'elle vit quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. De l'autre côté de la rue, assis sur un banc, se trouvait Thomas. Le garçon regardait dans le vide, complètement apathique, tandis que Daniel essayait sans succès de lui faire manger un sandwich. Clara laissa tomber le chiffon et traversa la rue sans réfléchir. Lorsque Thomas la vit, ses yeux s'illuminèrent pour la première fois depuis des semaines. Il se leva et courut vers elle, se jetant dans ses bras. « Clara! Clara est revenue !» répétait le garçon en s'accrochant à elle comme s'il craignait de disparaître à nouveau. Daniel observa la scène, les larmes aux yeux. À ce moment-là, il prit une décision qui allait tout changer. Daniel prit la décision la plus difficile de sa vie cet après-midi-là. Il ne pouvait plus vivre sous le contrôle d'Helena, pas quand cela détruisait son fils. Il loua un petit appartement de l'autre côté de la ville, rassembla les quelques économies qu'il avait cachées et quitta le manoir en emmenant seulement Thomas et quelques vêtements. Helena fut furieuse. Elle téléphonait tous les jours en menaçant de couper tout le soutien financier, disant que Daniel commettait une erreur terrible, qu'il ne survivrait pas seul.
Et elle avait partiellement raison. L'argent s'épuisait vite. Daniel trouva un emploi de vendeur, mais le salaire couvrait à peine le loyer et les dépenses de base. Le traitement de Thomas, qui coûtait une fortune, dut être interrompu. Mais il y avait une différence fondamentale. Thomas s'améliorait. Depuis que Clara était revenue dans leur vie, le garçon avait recommencé à parler, à sourire, à interagir. Clara venait à l'appartement tous les après-midi après avoir fini ses petits boulots. Elle jouait avec Thomas, aidait aux tâches ménagères, apportait une lumière à ce foyer humble qui n'existait pas dans le manoir luxueux. Daniel et Clara parlaient beaucoup pendant ces après-midi. Il racontait sa femme, la douleur de la perte, le poids d'avoir échoué à protéger son fils de la toxicité d'Elena. Clara partageait ses propres luttes, ses peurs, ses rêves différés. Entre eux grandissait quelque chose de délicat et vrai. Un affect qui naissait de l'empathie, du respect mutuel, de la reconnaissance de deux âmes qui avaient souffert et qui, malgré tout, choisissaient la bonté. Mais Clara portait une blessure qui ne cicatrisait pas. L'injustice de ce qu'Elena avait fait continuer de brûler dans sa poitrine. Elle avait été humiliée publiquement, sa réputation détruite, sa dignité piétinée. Et elle savait que tant que ce mensonge existerait, elle ne serait jamais vraiment libre. C'est alors que Clara commença à enquêter par elle-même. Elle se souvenait de détails de cette nuit terrible. Elle se rappelait que le manoir disposait de caméras de sécurité dans toutes les pièces. Elle se rappelait qu'Elena avait porté l'accusation presque immédiatement après la disparition supposée du collier, sans même chercher correctement. Cela avait toujours paru étrange. Comment quelqu'un remarquerait-il qu'un bijou spécifique a disparu au milieu d'une fête bondée? Clara chercha Béatrice, la gouvernante du manoir qui avait toujours été gentille avec elle. Elles se rencontrèrent discrètement dans un café éloigné. Béatrice était plus âgée, plus fatiguée, mais ses yeux avaient toujours cette étincelle de justice. « J'ai toujours su que tu étais innocente, Clara. Elena a menti. J'ai vu le collier dans son coffre quelques jours après la fête. Elle a tout inventé. » Les paroles confirmaient ce que Clara soupçonnait, mais les entendre à voix haute faisait encore mal. Béatrice expliqua qu'elle avait eu peur de parler, peur de perdre son emploi, peur d'Elena. Mais maintenant, voyant Clara se battre autant, voyant la destruction qu'Elena avait causée dans la vie de Daniel et Thomas, elle ne pouvait plus rester silencieuse. Les enregistrements des caméras ont été effacés. Elena a demandé aux techniciens de sécurité de tout supprimer juste après la fête. Béatrice tenait sa tasse de café de main tremblante. Clara sentit l'espoir s'écouler par le drain. Sans preuve, ce n'était que sa parole contre celle d'une femme riche et puissante. Personne ne la croirait. Mais je connais le technicien. Il s'appelle Polo. C'est un homme bien, honnête. Il n'a pas aimé devoir effacer les enregistrements. Il a dit que cela semblait faux. Béatrice écrivit une adresse sur une serviette en papier. Essaie de parler avec lui. Peut-être qu'il pourra aider. Clara trouva Polo quelques jours plus tard. Il travaillait dans une petite boutique d'électronique dans un quartier ouvrier. Lorsqu'elle expliqua qui elle était et ce dont elle avait besoin, Polo poussa un profond soupir et regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. J'ai fait une copie de sauvegarde des enregistrements. Je sais que je n'aurais pas dû, mais quelque chose dans cette situation me paraissait étrange. Elena a été très précise sur les horaires à effacer, et ça m'a rendu méfiant. Clara avait du mal à respirer. Il y avait des preuves. Il y avait un moyen de montrer la vérité. Polo copia les fichiers sur une clé USB et la remit à Clara. Il ne voulut pas d'argent, ne voulut rien en échange. Il dit seulement qu'il espérait que la justice soit rendue. Ce soir-là, Clara regarda les enregistrements sur l'ancien ordinateur de Daniel. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Les caméras montraient Isabella, la fille d'Elena, entrant dans la chambre de sa mère et prenant le collier dans le présentoir à bijoux. La date et l'heure étaient claires, 3 jours avant la fête. Puis il y avait un autre enregistrement d'Elena découvrant la disparition, confrontant Isabella, et la fille confessant qu'elle avait vendu le collier pour payer ses dettes de jeu. Elena n'avait pas dénoncé sa fille. Au lieu de cela, elle avait acheté un autre collier identique et mis au point le plan d'accuser Clara. Tout était là, enregistré en vidéo. La manipulation, la froideur, la cruauté calculée. Daniel regardait à côté de Clara, incrédule. Toute cette destruction, toute cette souffrance, tout reposait sur un mensonge pour protéger une fille problématique et éloigner une domestique qu'elle considérait comme une menace. On va s'en servir. On va l'exposer. Daniel tenait la main de Clara, sa voix pleine de détermination. Mais Clara savait que ce ne serait pas simple. Elena avait des avocats chers, des connexions puissantes, de l'influence. Ils auraient besoin d'un plan soigneux. Ils auraient besoin de temps et de stratégie. Et par-dessus tout,
Ils auraient besoin de courage pour affronter une femme qui n'hésiterait pas à détruire quiconque menacerait son monde parfait de mensonges. Clara et Daniel passèrent des semaines à planifier chaque détail. Ils consultèrent un avocat qui accepta de travailler pour le peu qu'il pouvait payer, motivé par l'indignation en voyant les enregistrements. Ils rassemblèrent des documents, organisèrent des témoins, préparèrent chaque argument. Ils savaient qu'ils n'auraient qu'une seule chance d'affronter Elena, et elle ne pouvait pas s'échapper. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était qu'Elena attaquerait en premier. Un matin, Daniel reçut une notification judiciaire. Elena a engagé une procédure pour obtenir la garde de Thomas. Elle prétendait que le père n'avait pas les moyens financiers de s'occuper du garçon, que l'environnement dans lequel il vivait était inadéquat, que le traitement médical avait été interrompu par négligence. Les documents étaient brutaux, présentant Daniel comme un père irresponsable et Clara comme une influence dangereuse. Daniel sentit le monde s'effondrer. L'audience était fixée 2 semaines plus tard. Elena utiliserait tout son pouvoir, tout son argent, tous ses contacts pour lui arracher Thomas. Et le pire était qu'une partie des accusations reposait sur des faits. Il peinait réellement financièrement. L'appartement était petit et simple. Le traitement avait été interrompu. « Elle va me prendre mon fils », répétait Daniel, les mains tremblantes en tenant les papiers. Clara le serra fort dans ses bras. À ce moment-là, elle prit sa propre décision. Elle n'attendrait plus. Il était temps d'agir. Le jour de l'audience, le tribunal était plein. Elena arriva accompagnée de 3 avocats coûteux, impeccablement vêtus, exsudant confiance. Isabella se tenait à ses côtés, représentant l'image de la famille préoccupée. De l'autre côté, Daniel s'assit avec Clara et leur avocat, semblant petit face à cette machine de pouvoir. Le juge était un homme d'âge moyen, à l'expression sérieuse et au regard fatigué. Il avait vu des milliers de cas, et celui-ci semblait juste un autre drame familial impliquant de l'argent et la garde d'un enfant. Elena parla en premier. Sa performance fut impeccable. Les larmes aux yeux, la voix tremblante, elle décrivit son inquiétude pour son petit-fils. Elle parla des excellentes conditions qu'elle pouvait offrir, des meilleurs médecins, des meilleures écoles, de tout ce que l'argent pouvait acheter. Elle présenta Daniel comme un homme perdu dans le deuil, incapable de prendre des décisions rationnelles, influencé par une femme au caractère douteux. De plus, votre honneur, cette femme, Elena désigna Clara avec mépris, a été renvoyée de mon service pour vol. Elle n'est pas une influence appropriée pour un enfant vulnérable. Clara sentit la colère bouillonner dans ses veines, mais elle resta calme. Elle attendit son tour. Lorsque l'avocat de Daniel commença à présenter la défense, il demanda la permission de montrer des preuves audiovisuelles. Le juge, intrigué, accepta. Les lumières s'éteignirent et l'écran s'alluma. Les enregistrements commencèrent à défiler. D'abord, Isabella entrant dans la chambre d'Elena et prenant le collier. La date clairement visible. Puis, la conversation entre mère et fille, où Isabella confessait avoir vendu le bijou pour payer ses dettes. Et enfin, Elena planifiant comment utiliser cela contre Clara. Le silence dans le tribunal était absolu. Elena pâlit. Isabella commença à pleurer. Les avocats coûteux échangèrent des regards désespérés, réalisant qu'aucune défense n'était possible face à ces preuves. Mais ce n'était pas tout. Béatrice monta à la barre et confirma chaque détail. Elle jura avoir vu le collier dans le coffre d'Elena quelques jours après l'accusation supposée. Polo, le technicien de sécurité, expliqua comment il avait été pressé d'effacer les enregistrements, mais avait conservé les sauvegardes car quelque chose semblait profondément incorrect. L'avocat de Clara présenta ensuite des documents montrant comment Elena avait activement saboté les tentatives de Clara de trouver un emploi, en appelant des employeurs et en répandant des mensonges. Il y avait des enregistrements d'appels, des emails, des messages. Tout était documenté. Le juge interrompit la séance et demanda une suspension. À son retour, son expression était celle d'une profonde déception. En toutes mes années dans la magistrature, j'ai rarement vu un cas de manipulation aussi calculé et cruel. Il regarda directement Elena. « Madame, vous n'avez pas seulement calomnié une personne innocente, détruit sa réputation et ses moyens de subsistance, vous tentez maintenant d'utiliser le système judiciaire pour arracher un enfant à son père afin de maintenir votre contrôle. » Elena tenta de parler, mais le juge leva la main, la faisant taire. La garde reste avec le père. De plus, je décide que Madame Elena Montfort paiera une indemnisation substantielle à Madame Clara pour préjudices moraux, matériels et diffamation. Les montants seront calculés séparément. Quant aux enregistrements, j'envoie des copies au ministère public pour une enquête sur un éventuel crime de dénonciation calomnieuse. Le marteau frappa. La décision était prise. Elena quitta le tribunal escortée par ses avocats, poursuivie par des journalistes qui avaient déjà commencé à diffuser l'histoire.
La femme qui avait toujours veillé à sa réputation voyait tout s'effondrer en quelques heures. Ses amis commencèrent à s'éloigner, ses clubs sociaux à remettre en question sa présence. Le monde d'apparence qu'elle avait construit s'effondrait. Clara sortit du tribunal, main dans la main avec Daniel et Thomas. Le garçon souriait, enfin libéré de l'ombre toxique qui planait sur sa vie. Pour la première fois depuis des mois, Clara sentait qu'elle pouvait respirer. 6 mois plus tard, la vie avait complètement changé pour Clara, Daniel et Thomas. L'indemnisation qu'Elena avait été obligée de payer leur permis de réellement recommencer. Daniel ouvrit une petite entreprise de conseil, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais pour lequel il n'avait jamais eu le courage. Clara put enfin réaliser son rêve d'ouvrir une petite pâtisserie, où elle préparait des gâteaux et des douceurs qui se vendaient rapidement dans le quartier. Thomas reprit la thérapie, cette fois avec des professionnels qui comprenaient réellement ses besoins. Le garçon s'épanouissait chaque jour, se faisant des amis à l'école, apprenant de nouvelles choses, souriant avec une fréquence que Daniel n'avait jamais imaginée possible. Il avait encore ses défis, ses moments difficiles, mais il était maintenant entouré d'amour véritable et de soutien inconditionnel. La pâtisserie de Clara devint plus qu'une entreprise. Elle embaucha d'autres femmes qui, comme elle, avaient été confrontées à la discrimination et aux difficultés pour trouver un emploi. Des femmes noires, des mères célibataires, des personnes que la société insistait à reléguer à la marge. Là, elle trouvait non seulement un travail, mais aussi dignité, respect et opportunité de progresser. Donna Irene, la mère de Clara, recevait désormais les soins appropriés. Ses journées étaient plus tranquilles, entourées d'attention et d'affection. Elle adorait visiter la pâtisserie de sa fille, s'asseoir à la petite table près de la fenêtre et observer le mouvement des clients. Dans ces moments de lucidité, elle tenait la main de Clara et lui disait combien elle était fière d'elle. Daniel et Clara se marièrent lors d'une cérémonie petite et intime, seulement avec des amis proches et des personnes qui comptaient vraiment. Thomas fut le page, portant les alliances avec un énorme sourire. Il n'y avait ni luxe, ni ostentation. Mais il y avait un amour véritable, ce genre d'amour qui naît de l'empathie, du compagnonnage, du choix conscient d'être aux côtés de l'autre dans les moments difficiles. Béatrice trouva également un nouveau chemin. Après avoir témoigné au tribunal, elle fut renvoyée par Elena, mais Clara l'embaucha immédiatement pour l'aider dans la pâtisserie. La gouvernante, qui avait passé des décennies à servir dans le silence, travaillait maintenant dans un environnement où sa voix était entendue et sa valeur reconnue. Polo, le technicien de sécurité, reçut des propositions de plusieurs clients après que son histoire devint publique. Son courage de conserver les preuves et de faire ce qui était juste, même en risquant son emploi, inspira beaucoup de personnes. Il développa son entreprise et forme désormais d'autres professionnels à l'éthique et à la responsabilité au travail. Quant à Elena, sa chute fut aussi publique que l'humiliation qu'elle avait infligée à Clara. Les journaux publièrent l'histoire complète. Ses amis l'abandonnèrent, ses clubs exclusifs annulèrent son adhésion, et même Isabella prit ses distances, cherchant un traitement pour son addiction au jeu et essayant de reconstruire sa vie loin de l'influence toxique de sa mère. Elena resta seule dans l'immense manoir, entourée de luxe mais dépourvue de toute connexion humaine authentique. Elle comprit enfin que l'argent et le pouvoir ne garantissent ni amour, ni respect, ni bonheur. Ils peuvent acheter des apparences, mais pas la vérité. Ils peuvent imposer la peur, mais pas la loyauté véritable. Un après-midi de dimanche, Clara était à la pâtisserie en train de préparer les gâteaux pour la semaine suivante lorsqu'elle aperçut une silhouette connue dehors, devant la vitrine. C'était Elena. La femme semblait plus petite, plus fragile, dépouillée de toute l'arrogance qu'elle portait habituellement. Elle resta là quelques minutes, simplement à regarder, avant de se retourner et de s'éloigner. Clara ne ressentit ni colère, ni satisfaction pour la chute de son ancienne patronne. Elle ressentit seulement une tristesse calme pour quelqu'un qui avait gaspillé toute sa vie à construire des murs plutôt que des ponts, accumulant des biens plutôt que de l'amour, exerçant le pouvoir plutôt que de cultiver l'empathie. Daniel entra à la pâtisserie à ce moment-là, accompagné de Thomas qui était enthousiaste à l'idée d'aider à décorer les cupcakes. Le garçon courut vers Clara, lui serrant les jambes, demandant à utiliser les décorations colorées qu'il aimait tant. Clara regarda autour d'elle. Les employés qui discutaient tout en travaillant, sa mère assise tranquillement près de la fenêtre, l'homme qu'elle avait choisi d'aimer et le garçon qu'il aimait en retour. Elle regarda la vie qu'elle avait construite de ses propres mains, brique par brique, jour après jour, même quand tout semblait impossible. Et elle comprit enfin que sa victoire ne résidait pas dans la chute d'Elena. Elle était là, à cet instant, entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Elle était dans la dignité qu'elle n'avait jamais perdue, même quand on avait essayé de la lui arracher. Elle était dans la force qu'elle avait trouvée pour se battre pour la vérité, alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. La véritable vengeance n'est pas de détruire celui qui vous a fait du mal. C'est de reconstruire sa vie avec tant de force,
Tant d'amour et tant de dignité que la méchanceté des autres devient insignifiante. C'est prouver que votre humanité ne peut être volée, peu importe combien ils essaient de vous diminuer. C'est l'histoire de Clara. Une femme humiliée publiquement, mais qui refusa d'être brisée. Qui transforma la douleur en détermination, l'injustice en motivation, et construisit quelque chose de beau à partir des cendres de la cruauté d'autrui. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, que la dignité n'a pas de prix, et que le véritable amour triomphe toujours.